Chaque personne confrontée au handicap le sait. Les infrastructures manquent cruellement à Bruxelles au niveau de l'enseignement, mais aussi des centres de jour. Il est aussi très complexe de faire son chemin à travers les institutions qui traitent de la problématique, tellement elles sont nombreuses. Bruxelles manquait donc d'un cadastre de ce qui existe afin de mieux orienter sa politique. C'est donc aujourd'hui chose faite. Plusieurs chercheurs issus du monde académique et de différentes disciplines se sont unis pour présenter ce mardi aux députés bruxellois un cadastre de l'offre et une étude sur les besoins. Et nous avons avec nous en studio Florence Merken, doctorante à l'ULB pour le laboratoire Cognition et Langage. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire le point sur ce cadastre justement. Est-ce que tout d'abord c'était compliqué de réaliser cette étude ? Alors c'était très compliqué parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Il y a d'abord eu un volet juridique, donc un cadastre de tous les services et les institutions qui existent à Bruxelles. Et puis les conditions, les critères d'accès pour bénéficier de ces services. Puis dans un second temps, ça a été un cadastre réalisé par des économistes pour voir vraiment une vue d'ensemble en fait des structures de Bruxelles. Et puis nous sommes occupés de l'étude des besoins. Donc ce qui était compliqué en fait, c'était d'essayer d'avoir une vision globale de l'entièreté des besoins des personnes en situation de handicap. Alors c'est une question qui est extrêmement large. Le handicap, c'est une grande question. On prend les besoins d'une personne en situation de handicap sensoriel, vont être très différents des besoins d'une personne en situation de handicap mental, par exemple. Et puis il y a toutes ces personnes qui sont un peu entre les deux, qui présentent plusieurs types de handicap. Et ça, c'était typiquement un type de profil qui était extrêmement difficile à reconnaître dans l'offre des services actuels. Oui, parce que dans ce cadastre, vous étudiez vraiment tous les pans, on l'a dit, c'est aussi bien la partie juridique, l'accessibilité financière aussi, les revenus qu'on peut avoir, les revenus de remplacement, les possibilités d'emploi, le logement, la mobilité, la vie relationnelle et affective aussi, puis il y a les centres de jour, les loisirs, enfin bref, tout ce qui fait la vie d'un être humain en réalité. Donc c'est très large. C'était une vision d'ensemble. C'était vraiment essayer de voir quelles sont les barrières à laquelle les personnes en situation de handicap et leurs aidants proches peuvent être confrontés quand ils sont confrontés à un besoin. Donc c'est pour ça en fait on a catégorisé tous les types de besoins qu'une personne peut avoir en différentes catégories. Et puis en fait ce qui est intéressant c'est surtout de voir à quel point ces catégories de besoins sont liées entre elles. Donc une personne qui va avoir besoin d'un logement va être confrontée à l'obligation par exemple de bénéficier d'une activité de jour et puis va être confrontée donc à la problématique de trouver une place en centre de jour ou en entreprise de travail adapté. Puis ensuite va se poser la problématique du transport entre le centre d'hébergement et le centre de jour. Alors on le sait, toute la lasagne institutionnelle bruxelloise fait que on a beaucoup de critères d'accès différents. Et donc en fait le but de cette étude c'était vraiment d'essayer de voir quel type de profil et quel type de besoin ne pouvait absolument pas être pris en compte ou pas assez en tout cas par ce qui est proposé actuellement. Et il y en a en effet beaucoup qui doivent encore être pris en compte. Oui, c'est assez fou quand on regarde votre étude en fait sur la partie des besoins. À un moment donné, vous faites le listing donc de toutes ces choses et à chaque fois c'est il manque. Oui, alors c'était aussi un des buts de cette enquête puisque le but ça va être de permettre d'orienter les décideurs dans leurs décisions. C'était important pour nous de présenter tout ce qui fait encore défaut. Les questions des entretiens qu'on posait étaient vraiment quels sont vos besoins, qu'est-ce qui ne va pas en fait en ce moment. Donc évidemment c'est important aussi de garder en tête que c'est un travail continu, notamment on sait qu'en termes de mobilité, il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits. On est encore très loin d'un modèle parfait, évidemment. Mais voilà, il faut aussi garder en tête que le but de cette étude était vraiment de recenser ce qui n'allait pas pour voir quelles pistes d'amélioration on peut avoir. Mais il faut quand même garder en tête qu'il y a tout un tas d'éléments qui fonctionnent quand même. Il faut rester un peu positif. Oui, heureusement. Et d'ailleurs, on le voit, parce que grosso modo, on est aujourd'hui donc à un petit peu moins de 20 000 adultes, par exemple, qui bénéficient d'un revenu donc, de remplacement. Il y a à peu près 6 000 enfants aussi qui bénéficient d'un revenu majoré. C'est à peu près 2% de la population bruxelloise. À côté de ça, évidemment, il y a tous les handicaps aussi qui peuvent toucher quand on vieillit, en fait, les seniors où il n'y a pas forcément ces revenus-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des places d'hébergement
ou en centre de jour. Là, par contre, il y a quand même un manquement assez important que vous dénoncez. C'est un des gros points noirs de la situation à Bruxelles, l'hébergement, principalement en fait pour les personnes de grande dépendance, donc qui ont des besoins plus importants et surtout un besoin d'accompagnement au quotidien qui peut être plus important. Alors il y a deux choses qui ressortent de notre étude. D'abord, il y a un manque de place générale. Donc notamment, on sait que la population, on parle d'un vieillissement général de la population, ça joue évidemment. Et puis en fait, dans un deuxième temps, il manque de variété dans ce qui est proposé. Donc des structures d'hébergement qui s'éloignent un petit peu du centre d'hébergement classique, fermé un peu en dehors de la population. On est vraiment en ce moment dans une logique d'inclusion au maximum de toutes les personnes. Et donc, ça passe par un hébergement plus à l'écoute, notamment des personnes avec des niveaux différents d'autonomie. Donc, on n'est pas forcément dans une logique du tout ou rien. Il faut adresser tous ces niveaux d'autonomie intermédiaires, en fait. Et c'est ce que l'offre à Bruxelles ne permet pas encore de suffisamment adresser. Oui, et puis finalement, il y a aussi des jeunes personnes souffrant de handicap qui se retrouvent finalement dans des homes parce que c'est le seul endroit où on peut les accueillir et où il y a un peu de place. Tout à fait, c'est le cas notamment de toutes les personnes cérébrolésées, avec les progrès de la médecine, il y a de plus en plus de personnes qui sont réanimées et donc qui peut avoir un handicap cognitif qui se présente. Et donc ce sont des personnes qui en plus souffrent de ce qu'on appelle une anosognosie, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas conscience de leurs difficultés. Et donc ce sont des personnes qui sont parfois très jeunes quand elles sont confrontées à ces types de handicap-là. Et pour l'instant, malheureusement, la seule solution est souvent de les envoyer en maison de repos. Donc on a eu écho de situations assez dramatiques de personnes très jeunes, on parle de personnes d'en dessous de 30 ans qui peuvent se retrouver en maison de repos. Notamment, on a eu le témoignage des accompagnants d'une personne qui nous expliquait qu'elle a vécu 10 décès de ses voisines de chambre. Alors c'est des situations évidemment qui sont très 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 difficiles. Encore faut-il qu'il y ait de la place dans les homes, puisque on le sait, avant le Covid, c'était très très compliqué de pouvoir trouver une chambre dans un home ou une maison de repos. Bien sûr, et c'est un peu ce à quoi on est confronté quand on réalise un entretien avec une personne en situation de handicap, c'est qu'en fait, c'est des chaînes de problèmes et de critères d'accès et de problématiques qui s'enchaînent en fait, et donc c'est très difficile en fait, même on ne doit pas seulement adresser un besoin. Nous, la conclusion de cette enquête, c'est qu'on doit prendre la problématique dans l'autre sens et non pas partir des institutions et de l'offre, mais bien partir des personnes et de leurs besoins pour pouvoir de là adapter l'offre. D'ailleurs, vous dites, le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition du handicap à Bruxelles. Alors, il y a des définitions différentes. On parle justement de cette lasagne institutionnelle, on y revient tout le temps, mais ce qu'on se rend compte, en fait, ce que nos collègues du volet plus juridique ont réalisé, c'est qu'on a une définition du handicap qui est très sociale, qui est très inclusive, et puis après, dans les critères d'accès aux services, on retombe dans une définition du handicap qui est beaucoup plus médicale, donc qui parle du handicap en termes de moins, en termes de ce qui n'a pas. Alors, c'est problématique, en fait, parce que du coup, on est dans une politique d'inclusion, alors qu'en pratique, dans les critères d'accès, c'est l'administratif, c'est tous ces éléments-là qui vont coincer pour une personne en situation de handicap. D'ailleurs, ça fait partie de vos recommandations. Vous dites aussi qu'il faudrait finalement un seul point d'accès pour la personne et essayer un petit peu de mieux communiquer et de fusionner aussi toutes ces institutions, phare, voilà, il y a plein de choses, le fédéral, ici à Bruxelles aussi, la COCOM. Ça reste quand même... Vous dites une grosse lasagne aussi compliquée pour les personnes qui n'ont pas forcément non plus les connaissances pour le faire. C'est exactement ça, c'est pour l'usager en fait que toute cette lasagne elle est difficile à comprendre. En fait nous notre recommandation c'est avant tout une centralisation de l'information et des démarches pour qu'en fait ce transfert de compétences qui se fait derrière le rideau reste derrière le rideau et que le poids de toutes ces différentes instances ne soit pas porté par l'usager mais bien par les institutions en interne, parce que c'est un autre des grands problèmes, c'est que l'information ne passe pas. Vu qu'on a tous ces niveaux de pouvoir qui chacun ont une compétence limitée, et bien parfois c'est très difficile d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale de toutes les solutions qui existent pourtant déjà à Bruxelles pour une personne en situation de handicap. On a dit, vous avez cherché, vous êtes chercheuse parmi d'autres aussi pour ce cadastre, mais est-ce que vous êtes aussi un endroit où on peut venir vous consulter? Est-ce qu'on peut vous contacter?
Alors après l'entièreté des entretiens que nous avons menés et ce cadastre justement, c'est sûr qu'on bénéficie d'informations. Maintenant, nous n'avons pas de but d'orientation comme tel, mais c'est une des constatations que nous avons fait parce que l'étude a été réalisée en 2 points. D'abord, nous avions un questionnaire en ligne et puis nous avons réalisé des entretiens individuels. Et pour le questionnaire en ligne, les personnes bénéficiaient d'une ligne d'assistance téléphonique pour la complétion de l'enquête. Et en fait, on se rend compte que énormément de personnes ont mobilisé cette ligne téléphonique, non pas pour demander de l'assistance, mais bien pour demander des informations sur des services qu'ils avaient découverts en remplissant le questionnaire et dont ils souhaitaient bénéficier de plus d'informations. Donc vraiment, pour nous, la conclusion principale, c'est centraliser toutes ces informations et tous ces services pour mieux pouvoir orienter l'usager dans ce qui existe déjà, parce que c'est dommage de ne pas être au courant de ce qui existe. Et ça, forcément, ça peut se faire aussi à moindre frais. Ce n'est pas comme de construire un centre de jour ou un centre d'hébergement. C'est pas le même prix. Oui, ça passerait par une base de données, il y a plein de solutions différentes qui existent. Maintenant, ça va être aux politiques de s'emparer de ce rapport et de le mettre en place via des actions politiques. Alors, on l'a dit au début, vous êtes doctorante à l'ULB, Florence Merken, et il y a quand même un projet qui va un peu dans ce sens de centralisation. C'est une maison de l'autisme qui devrait voir le jour dans les anciennes casernes, dans le projet U-Square à Ixelles. L'ULB fera partie évidemment de ce projet. Où est-ce que ça en est aujourd'hui ? Alors, c'est d'ailleurs notre centre de recherche qui a réalisé l'étude de faisabilité pour cette étude. Donc, la méthodologie était très similaire, des entretiens pour essayer d'aller au plus près de la voix des usagers, des personnes à qui cette maison va bénéficier. Alors, où ce projet va-t-il ? Maintenant, il est de nouveau entre les mains des administrations. Je sais qu'une équipe d'architectes a été mobilisée, donc il est en cours de construction. Maintenant, pour que ce soit un projet qui réponde totalement aux attentes des usagers, ça prendra un peu de temps, évidemment. Le projet USCARE est en cours, mais je suis très très optimiste par rapport à cette maison de lotier. Je pense que ça va être un très très chouette projet. Bien. Merci beaucoup Florence Merken d'être venue pour nous expliquer ce cadastre, et puis on verra après les orientations politiques que les élus prendront certainement pour la prochaine législature. Merci beaucoup. Merci à vous.